Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée 12h30, 13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, pour démarrer cette nouvelle semaine, nous reviendrons sur la décision difficile des membres de l'OPEP+, ce week-end réunis à Vienne, une décision qui aboutit sur une stratégie assez isolée de la part de l'Arabie Saoudite qui s'engage à prendre, j'allais dire, à son crédit la baisse de production d'1 million de barils par jour sur la production domestique saoudienne, donc à compter du mois de juillet. Une décision destinée à soutenir des prix du pétrole qui ont reflué très nettement avec une glissade de plus de 10% ces derniers jours, en ligne droite quasiment. La décision annoncée ce week-end par l'OPEP+, et notamment par l'Arabie Saoudite, permet effectivement de stabiliser les prix et d'enclencher un rebond des prix du pétrole, le brut léger américain qui était retombé très nettement sous les $70, 68 au plus bas ces derniers jours, est en train de repasser très nettement là au-dessus des $70. On est autour de $73 pour le baril de brut léger américain à ce stade. Décryptage à suivre avec notamment le prisme émergent, cette Irina Topasseri, économiste senior, spécialiste des émergents chez AXA IM, qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Du côté de l'agenda de la semaine, sur le plan des indicateurs statistiques, la semaine sera plutôt légère en attendant les prochaines décisions de banque centrale, Fed et BCE la semaine prochaine. Les banquiers centraux qui vont entrer dans la période de calme avant ces décisions. Christine Lagarde doit témoigner cet après-midi devant le Parlement européen, mais à partir de demain et des prochains jours, les paroles des banquiers centraux seront désormais interdites avant les prochaines décisions. Du côté des indices qui seront quand même suivis par les investisseurs, on peut noter l'enquête dans le secteur des services aux États-Unis, l'ISM Service, qui sera publiée cet après-midi et qui rapportera la dynamique d'activité dans le secteur des services pour le mois de mai aux États-Unis. Et dans ce contexte, comme chaque lundi, le plan de trading de la semaine à suivre dans quelques instants avec Alexandre Bardez d'IG. On notera que la tendance pour démarrer la semaine est très calme en Europe, avec des indices qui restent parfaitement à l'équilibre ou autour, après un rallye américain qui aura été spectaculaire, y compris sur la dernière séance de la semaine dernière, vendredi, avec une envolée du Dow Jones, du S&P 500 et du Nasdaq. Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24. Le plan de trading de la semaine pour débuter chaque semaine avec les équipes d'IG. Alexandre Baradez est avec nous en plateau, chef analyste chez IG. Bonjour et bienvenue Alexandre. Bonjour Grégoire. Ravi de vous retrouver. Ce qui est assez fascinant, c'est que si on regarde les actions mondiales dans leur ensemble, alors il y a des spécificités locales ici et là, mais on voit quand même que les actions mondiales continuent non seulement de bien tenir, mais même de progresser, tirées par un groupe de valeurs qui est un groupe de valeurs de croissance, avec les niveaux de valorisation parmi les plus élevés, quand dans le même temps on observe un dollar qui se raffermit et des marchés obligataires qui corrigent à nouveau avec des taux qui sont quand même repartis très nettement à la hausse. Oui, c'est vrai que le paysage entre marchés est très divergent. En fait, on n'a pas les mêmes signaux d'un marché à l'autre. Et c'est vrai que vous avez des marchés comme le marché action qui, lui, est déjà dans l'étape d'après, dans l'étape la pause est là, la pause est annonciatrice à quelques mois d'un pivot de la Fed, etc. Donc on est déjà dans la partie embellie de la situation moyen terme. Pas que les techs, d'ailleurs, on voit que la semaine dernière, fin de semaine, les valeurs plus cycliques, aussi, le Dow Jones a bien rebondi, tous les indices ont aimé finalement ce qu'ils ont vu. Mais c'est vrai que le message quand même qui a boosté un peu tout ça, c'est le message qu'on a eu en milieu de semaine dernière. Il y a eu plusieurs membres de la Fed, mais celui qui a retenu l'attention des marchés, c'est évidemment le vice-président, Jefferson. Qui est nouveau dans le paysage. Il était à la Fed depuis quelques temps, mais il vient d'être nommé comme vice-président de la Réserve fédérale américaine par Joe Biden, Philip Jefferson, qui est un économiste. Qui est un économiste et qui dit très clairement, en gros, qu'il est favorable à une pause sur les taux au mois de juin,
pour avoir le temps d'évaluer la situation et voir s'il est nécessaire, c'est toujours le terme qui revient, s'il est nécessaire de relever encore les taux, de poursuivre le durcissement en juillet. Donc c'est vrai que pour le marché, ça a fait tilt. Et ce qui est là, pour montrer à quel point ça fait tilt rapidement, c'est qu'on avait eu juste avant son intervention les chiffres JOLTS, donc de l'emploi vacant aux États-Unis, qui a fortement rebondi, plus de 600 000 emplois vacants par rapport au mois précédent. On est repassé au-dessus de 10 millions, avec toute une série de chiffres avant le rapport sur l'emploi, sur les inscriptions au chômage, sur l'enquête ADP également, à près de 300 000, enfin 280. Et donc il a réussi à infléchir ce sentiment que les probabilités étaient à 70% pour pas de pause en juin. Après son speech, on est passé à 30% de probabilité de ne pas avoir de pause en juin. Donc le marché, action, a été convaincu de ça. Mais dans le même temps, d'autres marchés ne sont pas d'accord avec ça. Le marché obligataire, par exemple, vous allez avoir un graphique dans quelques instants. On regarde, donc c'est la pente de la courbe entre le 2 ans et le 10 ans, c'est ça, voilà, qui est un des indicateurs de référence. Un des repères, voilà. Grosso modo, ça dit quoi? Ça dit que les taux courts, le 2 ans, qui est un taux plutôt court, est largement au-dessus du taux 10 ans. Ça fait déjà des mois que c'est le cas, mais on remarque depuis quelques jours que l'écart s'est accentué. C'est-à-dire qu'en gros, le taux 2 ans est resté bien perché, il a même rebondi, que le taux 10 ans, il n'a pas suivi la même trajectoire. Et pourquoi on a des taux comme ça, 2 ans qui sont tendus? Le taux 2 ans, il vous dit quoi? Il vous dit, à 4 et quelques, 4,60, il y aura encore d'inflation sur nos moyen terme, il y aura certes de la croissance, mais il y aura quand même de l'inflation, et la Fed va devoir garder ses taux élevés pendant quelques temps. Si ce message avait percuté aux oreilles du marché obligataire, le message de Jefferson, on aurait eu le schéma inverse, c'est-à-dire une repentification de la courbe, la partie courte qui tombe, qui baisse, et puis la partie longue qui se maintient, repentification, en tout cas, petit rebond. C'est pas le cas. Le dollar également, dollar index, n'a pas beaucoup bougé, donc il n'y a réellement que le marché action qui garde cette politique-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'on doit, non pas, il ne faut pas être contrariant pour être contrariant, on doit se devoir d'être, d'avoir un esprit quand même critique, parce qu'il faut se rappeler que Powell, dans ses différentes déclarations, pendant les conférences de presse, les journalistes lui demandent, ils l'ont déjà demandé à plusieurs reprises, mais est-ce qu'il est le temps n'est pas venu de faire une pause ou à quel moment, et il a répété à plusieurs reprises qu'il ne voulait pas de cheminement erratique de la politique monétaire. En gros, ce qu'il veut, c'est ce qu'on a depuis le début, quelque chose de très très linéaire, alors plus ou moins intense, mais très linéaire, sans pause, arriver au taux le plus, il a dit qu'il soit suffisamment restrictif, et y rester. Donc, se dire, je fais une pause pour relever le taux en juillet ensuite, pour moi, ça n'a de logique que si les membres de la Fed ont voulu dire on fait une pause, mais c'est un message qui reste un peu hawkish, sachant qu'on ne fera pas de pause, qu'on fera pas de hausse en juillet. On vous fait croire qu'on garde l'option juillet ouverte. Ça nous laissera le temps de nous confirmer que l'inflation est bien en train de s'infléchir. Je vois que ça comme hypothèse. L'hypothèse pause et hausse en juillet me paraît dangereuse déjà. C'est la période estivale, remontée et tôt. C'est 26 juillet, la réunion suivante pour. Exactement. Et puis Jackson Hole après fin août. Je trouve que c'est une période dangereuse pour recalibrer la politique monétaire, alors qu'il suffirait finalement d'impulser ce qu'il faut au mois de juin, puis de laisser après l'été filer tranquillement. D'autant que certains estiment, c'est un avis partagé, même émis par Larry Summers lui-même, skipper la hausse de taux de juin, c'est se retrouver face à un risque de devoir faire peut-être non pas 25, mais 50 en juillet. Oui, c'est ça, il y a des échos. Alors, quel est le degré du règlement de compte parfois entre membres de la Fed? On sait qu'il y a Dudley aussi, qui était l'ancien président de la Fed de New York, et qui est devenu columniste pour Bloomberg. Oui, ils sont tous il s'est lâché, il a dit pourvoyeur d'opinion maintenant. Exactement. Et il dit quoi? Il dit que, alors oui, il estime que la Fed n'a pas assez fait, que le marché de l'immobilier est en train de repartir, etc. Donc, ça donne quand même une vision où les stats macro hard sont encore, celles les plus critiques pour la Fed sont encore bonnes, solides. L'inflation, l'emploi, il n'y a pas vraiment de signaux de craquage qui permettraient de dire on fait une pause définitivement. Voilà. Un mot quand même de la situation des actions, effectivement, alors déconnectées de certaines autres considérations, notamment celles de politique monétaire. 25 points de base de plus ou de moins, j'allais dire pour un investisseur action, qu'est-ce que ça change? Pas grand-chose. D'autant que l'investisseur action, il a un nouvel os à ronger aujourd'hui qui s'appelle l'intelligence artificielle générative. Non mais c'est quand même fascinant de voir ce thème qui est en train de mettre un coup de boost à certains indices, à certaines valeurs spécifiques. C'est pas un thème qui embarque évidemment tout le marché, mais ça semble être suffisant pour l'instant, pour permettre aux investisseurs de se projeter sur un thème de moyen-long terme. Oui, complètement. Et on voit qu'aux États-Unis, celles qui ont bénéficié de ce thème-là aussi, c'est les classiques GAFAM, GAFTAM, on appelle ça comme on veut maintenant, mais les 5 plus grosses, j'ai vu le chiffre passer l'autre jour, il m'a percuté, la concentration de capitalisation boursière des 5 plus grosses est au plus haut depuis 1972. Alors c'est du 25 ou 26%, mais on n'a jamais eu une telle concentration de capitalisation sur 5 non seulement depuis 1972. Donc évidemment on connaît leur rentabilité ou autre, mais il y a quand même un petit phénomène effectivement qui se produit. Et d'ailleurs, si vous regardez le CAC 40 par exemple, le CAC 40 depuis quelques jours il est quand même comme ça, le Nasdaq il est comme ça. Donc il y a quand même un thème tech, AI qui s'empare du marché. Sur le CAC spécifique, effectivement, alors
L'Europe a plutôt sous-performé au mois de mai. Le Nasdaq, le marché américain, a été emmené par le thème de l'IA. La fusée Nikkei aussi, de l'autre côté du globe, continue de poursuivre son envolée spectaculaire. C'est vrai que sur l'Europe et sur le CAC, il y a eu quelques gaps à la baisse là, au cours des dernières séances. Il y a une séance assez lourde qui était la séance de fin de mois, le 31 mai, je crois. Il y a eu beaucoup de volume. Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation technique d'un indice comme le CAC? Elle est plutôt appréciable parce qu'on avait la correction de mars qui était un premier signal un peu de volonté de consolider. Ça part un peu vite après à 7006. Besoin de réellement consolider, donc on lâche à nouveau 6% de plus sommet. Donc moi j'ai passé une consolidation qui est certes un peu un peu oblique quand même, mais dans l'amplitude des mouvements, c'est ce que l'on pensait voir à ce stade du cycle par rapport à des anticipations sur la Chine qui avait été bien gonflée, etc. Voire le luxe qui rend, les plus grosses qui rendent de 5, 6, 7, 8, 10% parfois. C'est plutôt sain, ça entraîne le CAC à consolider. Je trouve que la position est juste et bonne du CAC 40. Par contre, à très court terme, on appelle ça plan de trading, donc à court terme, moi je suis évidemment bullish moyen terme. Je pense que le CAC va aller à 8000 sans problème, et même j'ai fait des projections sur plusieurs années à 11 000 et quelques. Je pense qu'il ne faut pas s'opposer au CAC. Simplement, à court terme, pour redevenir bullish, moi j'attendrais quand même 7550, 7006. J'attendais de vrai retour sur sommet, et idéalement, si par exemple vous avez quelques stats américaines qui vont dans le sens de la pause de la Fed, des stats un peu moins bonnes, ou des propos de Lagarde, par exemple cet après-midi, qui iraient dans un sens un peu plus dovish, ou moins agressif que ce qu'on a entendu en tout cas. Voilà, il faut des signaux quand même techniques, mais pas avant. Pour l'instant, je reste prudent parce que vous voyez qu'on a ce qu'on appelle un pullback, on a cassé une zone et on vient la retester. Si après ce test, vous revoyez les 7100, là par contre, je pense que ça ne se fera pas sans le concours des marchés américains aussi. Donc je pense que ce sera une invitation à aller à 6008. Donc voilà, 7100 revues, c'est un risque derrière de 300 points de baisse. Donc voilà les deux zones à surveiller. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire du retracement qu'on a observé sur l'euro-dollar, avec notamment un dollar qui sera fermé face à un ensemble de devises? Est-ce que du point de vue du dollar, c'est juste une correction du mouvement de baisse qu'on observe depuis des mois et des trimestres sur le dollar, ou est-ce que c'est une tendance qui est en train de s'infirmer peut-être? Non, je pense pas. Je pense effectivement ce que vous disiez en première hypothèse, c'est plutôt on voit toute la phase d'affaiblissement, là, tout le rallye en gros fin d'année dernière et une partie de l'année. Je pense que c'est le point bas a été marqué dans cette zone de l'année dernière. Je pense pas qu'on y revienne, hormis les scénarios catastrophiques sur l'inflation qui pousserait, ou une crise en dollars qui entraînerait de liquidité en dollars, qui amènerait le dollar sur des niveaux à nouveau très élevés. Mais aujourd'hui, on n'a pas les bases pour ce scénario de base. Donc l'idée, c'est plutôt un scénario médian de consolidation, ce qu'on est en train de voir. Ça a poussé sur l'euro, ça consolide en deux vagues. Ça peut peut-être aller chercher avec cette question de la réunion, s'il y avait des sources qui s'exprimaient avant la Fed, les membres de la Fed, on rappelle, ne peuvent plus parler avant. Une semaine avant, normalement, c'est quoi de période. Donc, s'ils ont un truc à dire, c'est des sources. Appeler les médias, faire passer un message, ça c'est toujours possible. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut attendre, mais il me semble que le risque à court terme quand même, c'est que ça aille peut-être un peu plus bas, vers du 1,05. Toujours cette idée qu'on ne sait pas encore définir si précisément il y aura pause ou pas. Et ça peut encore un peu porter le dollar, sauf à avoir cet après-midi un ISM catastrophique, etc., où là, le dollar faiblirait d'un coup et le problème de la pause serait réglé. Donc, pour l'instant, je suis encore à penser que ça peut encore monter sur le dollar, mais de manière très tactique, court terme. Et l'idée, c'est plutôt un range là depuis quelques mois entre 1,5, 1,05 et 1,10 pour ensuite aller chercher 1,15, 1,20 à moyen terme. Qu'est-ce qu'on peut dire du pétrole? Et on continuera d'en parler dans un instant avec Irina Topasseri pour décrypter la décision difficile, je disais, de l'OPEP+, ce week-end. C'est même surtout et avant tout une décision de l'Arabie Saoudite. Oui, qui prend à son compte, Irina parlera mieux que moi, à son compte toute la baisse même d'ailleurs. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que ça intervient quand même successivement, on a plusieurs annonces maintenant. On voit quand même que la zone est $70. Déjà pour les États-Unis, c'est une zone d'intérêt pour commencer à refaire les stocks. Ça, on en avait parlé, c'était ce qu'il y a eu quelques premiers achats, je crois. Exactement, 3 millions, c'est pas énorme, août, je crois. Donc voilà, c'est des petits montants, il faut encore refaire 200 300 millions, donc il y a largement de quoi faire. Mais souvenez-vous que le gap qu'on avait eu, la précédente coupe au mois d'avril, Russie plus Arabie Saoudite, c'est vu ce gros gap qui nous a amené à $83. Et on disait, attention, les États-Unis, eux, veulent un retour vers la 70. Ils les ont eu, ce retour, même un petit peu en dessous. Donc je trouve que on est dans la zone cohérente pour les États-Unis, 65-70, c'est cohérent pour la stratégie. L'Arabie Saoudite vient de nous montrer que c'est une zone qu'ils veulent défendre. Donc, pour essayer d'être plus baissier que ça, on ne peut pas le faire au stade actuel. Il faut vraiment qu'il y ait des alertes globales, macro et marché, en fait. Pour aller chercher un 60 et un peu plus bas, il faudrait qu'il y ait les marchés actions dévisent de 5-10%, que le pétrole tape $67. Là, pourquoi pas? Mais pour l'instant, à 73, on ne va pas être baissier sur ces niveaux-là. Et je dirais même plus que si on commence à avoir 75, parce que le marché action poursuit un peu son rebond, parce que les messages monétaires continuent d'être
moins agressif. Dans ce cas-là, on viserait au-delà de 75, on visera un retour à 80, 83, horizon plusieurs semaines. Mais on commencera à reparler un peu de façon de bottom, vous voyez, un creux comme ça qui s'est formé depuis les 130, qui atterrit doucement pour repartir progressivement à 80. Mais voilà, on est dans l'attente de signaux qu'on n'a pas, mais pour être défensif, il faut vraiment le faire sur des questions d'environnement de marché global. À ce stade, il n'y a pas les éléments pour ça. Les Saoudiens avaient déjà prévenu quelques jours avant la décision, arrêtez de shorter le baril. Arrêtez de shorter parce que les positions spéculatives short sur le baril atteignaient quand même des montants monstrueux, visiblement. Merci beaucoup Alexandre. IG avec nous chaque lundi pour le plan de trading de Smart Bourse et c'est Alexandre Baradès qui est avec nous en plateau en ce début de semaine. Identifiez, analysez, planifiez, tradez. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24. Venons-en à présent aux questions macroéconomiques. Dans l'univers au sens large des émergences et la spécialité d'Irina Topasseri, économiste senior chez AXA IM. Bonjour et bienvenue Irina. Bonjour. Merci beaucoup en tant qu'économiste. Comment vous lisez cette décision de l'OPEP? Alors sur le plan de la décision en elle-même, c'est compliqué parce qu'on voit quand même des intérêts, des pays clés qui ne défendent pas forcément les mêmes intérêts au sein de l'OPEC+. On le rappelle, le cartel historique, traditionnel, ajouté de quelques pays producteurs clés comme la Russie aujourd'hui. Qu'est-ce que ça nous dit effectivement des intérêts, des enjeux des principaux pays producteurs et puis peut-être de l'enjeu spécifique pour l'Arabie Saoudite aujourd'hui? C'était compliqué parce que d'abord, ils avaient le choix entre rien faire et attendre à comprendre où vont les fondamentaux, parce qu'en fait, sur le plan des fondamentaux, les pays producteurs de pétrole, et notamment l'Arabie Saoudite, voient des signaux contraires. Donc on avait le plafond de la dette, on a la récession ou pas récession aux États-Unis, la Chine, ça monte, ça descend, qu'est-ce que ça fait, ça accélère ou pas. Même du côté du raffinage, par exemple de l'activité raffinage chinoise, on a l'impression que l'activité en Chine est plutôt bonne, ce qui n'est pas encore confirmé par les données macro. Le forage américain, par exemple, était en légère baisse. Donc en gros, ils ont tellement de signaux qu'ils auraient pu attendre. Sauf qu'effectivement, je pense qu'il y avait d'abord les positionnements, puis aussi une descente assez vertigineuse. Il y avait une dynamique de prix qui était quand même une alerte. Il a fallu répondre. Donc c'est peut-être aussi la raison pour laquelle l'Arabie Saoudite en prend pour elle seule. D'abord parce que les autres pays producteurs du cartel qui se sont engagés à des baisses de production ne les ont pas encore atteintes. Donc ça, c'est quelque chose que l'Arabie Saoudite dit, et je vous attends déjà à venir sur ce qu'on s'était dit avant. Donc déjà ça, il faut le faire. Et l'Arabie Saoudite enlève oui, bien sûr. Encore un peu pour arriver à quelque chose de ce que pour eux semble une situation plus stable. Il faut le rappeler que l'Arabie Saoudite doit implémenter sa vision 2030. C'est une vision de moyen long terme, d'ailleurs, parce qu'ils ne vont pas s'arrêter en 2030, de tenter de limiter leur dépendance au prix du pétrole. Mais enfin bon, jusque-là, ça va se faire grâce au prix du pétrole. Donc c'est-à-dire qu'il leur faut un niveau du pétrole, d'abord moins de volatilité, ça c'est une première demande, et un niveau adéquat pour que les recettes fiscales soient suffisantes pour pouvoir mettre tout ce plan où il va falloir investir dans d'autres industries. Donc ça c'est une idée avec laquelle on a toujours frétillé sur le Golfe, parce qu'évidemment, c'est des économies quasi exclusivement pétrolière, donc il fallait qu'elle se détache. Mais finalement, somme toute, on ne l'a pas tellement vu. Et donc là, l'Arabie Saoudite semble être beaucoup plus engagée là-dedans. Et quand vous regardez le FMI qui fait des projections de break-even, donc du point mort fiscal et du point mort externe du prix du pétrole, vous allez voir que l'Arabie Saoudite, elle est cette année à 80 et l'année prochaine à $75 le baril. Donc il leur faut ça, ne serait-ce que pour tenir leur balance fiscale neutre. Pas de problème sur la partie externe, évidemment, parce que là, le break-even est beaucoup plus bas. Ils sont autour de 40-45. Donc tous ces pays-là sont plutôt confortables. Donc je pense que dans le cas, si on s'extrait un peu de l'Arabie Saoudite et on se met au point de vue des émergents, je pense qu'un niveau du pétrole qui resterait là où il est aujourd'hui, si c'est ce niveau-là que l'Arabie Saoudite semble être plus à l'aise avec, eh ben, il heurterait moins les producteurs de pétrole, qu'il donnerait plutôt un peu d'air
aux importateurs, et notamment je pense à tous ces pays dans les pays émergents frontières qui sont très très pris de à la court. gorge. Ouais. Et ben là vous allez aller sur des pays plus le Pakistan, le Sri Lanka. Enfin bon, c'est des pays où les choses sont difficiles, mais qui pourraient effectivement recevoir un petit peu d'air avec un prix de pétrole qui se stabiliserait plutôt sur un niveau bas, qu'on repartirait très fortement à la hausse. Ouais. Alors que qu'est-ce qu'ils gagneraient eux? Un peu stabilité et puis ça, les surplus, un peu moins de surplus. Bon, c'est pas grave pour les pays du Golfe. Finalement, c'est plutôt pas mal piloté. Enfin, je dis pas que l'Arabie Saoudite pilote les prix du pétrole dans l'intérêt général. Hein. C'est leur intérêt et c'est normal. Mais au final, d'un point de vue global macro, ce qui se passe sur le pétrole, c'est plutôt pas trop mauvais pour tout le monde. Oui, tout à fait. Ça valide en quelque sorte l'existence de ce cartel qui par moment a été remise en question, effectivement. Donc il y a peut-être un petit peu de... je pense que à des pays pétroliers qui peuvent souffrir d'un pétrole faible, là, vous allez aller plutôt sur des pays comme Équateur, Nigeria. Ça, c'est des pays qui ont besoin de vraiment... ils sont dépendants de largement plus que les pays du Golfe. Donc on va descendre... Là, encore une fois, vous descendez sur ceux qu'on ne regarde pas tous les jours, mais qui ont des situations... plus fragiles encore. Plus fragiles. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire d'ailleurs peut-être en lien avec le pétrole et les matières premières de la reprise chinoise à ce stade? Donc c'est la question récurrente qui revient régulièrement. Irina, alors il y a plein de manières d'essayer d'évaluer l'intensité de la reprise chinoise. On peut regarder ce qui se passe du côté de l'inflation. Déjà, l'inflation qui est quand même une fonction normalement de l'intensité économique avec la taille. Est-ce que la Chine est encore dans un risque déflationniste quand le reste du monde ne parle que d'inflation, à commencer par le Japon, qui était peut-être le pays plus déflationniste du monde il y a encore quelques mois. Il reste que la Chine. C'est très perturbant, non seulement de voir une inflation quasi nulle, on va dire, disons-le, mais surtout en décélération. Donc, alors même que les mesures d'ouverture sont quand même derrière nous. Alors, il y a des raisons assez particulières. Donc, on parle souvent en Chine du prix du porc. Alors, il faut savoir que c'est quelque chose de assez volatile et qui peut perturber beaucoup l'inflation. Mais au-delà de ça, donc on va enlever donc les bruits. Nous aussi, on a des bruits aux États-Unis sur le prix des voitures de deuxième main. Par exemple, ça peut perturber profondément la donnée. La mesure statistique. Donc, on est assez habile pour comprendre ça. Donc, on va le laisser de côté. Il y a quand même il y a une situation en Chine. Hein. Et ça s'est vu aussi sur les données de croissance parce que d'abord, on a eu des bonnes nouvelles, la réouverture. Donc, ça s'est d'ailleurs joué très fortement sur les marchés. Mais en fait, me semble-t-il, la réouverture dans sa force économique, en fait, elle s'est matérialisée au début de l'année, genre janvier. Donc ça a été très concentré. Oui, très, très concentré. Et donc, effectivement, le premier trimestre a été vu très fort. Donc, il y a eu toutes les révisions à la hausse du consensus, en général, économique. Et derrière, on a des données mars, avril, cette semaine on aura le mois de mai, donc on les attend un peu avec impatience pour voir, mais effectivement avril. Alors en soi, si vous ne connaissez pas l'économie chinoise, vous dites mais de quoi elle parle? Ça s'accélère partout. Oui, ça s'accélère parce qu'en glissement annuel, on a un comparatif avec la fermeture de Shanghai. Bien sûr, c'était Shanghai l'an dernier qui était fermé. Donc forcément, mais enfin le consensus attendait mais bien plus fort ce rebond parce qu'il était justement un peu aidé par les effets de base. Et il a manqué à l'appel. Et je pense que le vrai sujet aujourd'hui, c'est le problème de la confiance. Il y a un problème de confiance. Alors, elle s'améliore un petit peu la confiance des ménages, mais enfin, il y a une vraie défiance sur ce que le consommateur chinois comprend de la politique passée du gouvernement et celle à venir. Et ça concerne souvent, et on revient toujours à l'éléphant dans la pièce, qui est le secteur immobilier. C'est-à-dire que c'était le seul endroit où les Chinois pouvaient investir, c'était leur moyen de richesse, seul gage de richesse qu'ils avaient, refuge, si vous voulez. Donc là, ils comprennent bien qu'il y a un sujet sur le secteur et ils comprennent bien que le gouvernement s'engage de manière structurelle à limiter ce problème. Donc même si aujourd'hui ils desserrent un peu les étaux qu'eux-mêmes ont serrés, on sent bien que l'envie n'y est pas, parce qu'en fait ils se disent et la prochaine fois qu'est-ce que je fais? Il y a un sujet très politique derrière ça, Irina, évidemment, mais du point de vue de la réaction, de la fonction de réaction des agents économiques chinois, du consommateur chinois, de l'épargnant chinois, il y a un avant-après. Il y a des schémas qu'on avait en tête il y a encore peut-être quelques années, pré-Covid,
qu'on peut difficilement plaquer aujourd'hui dans ce contexte de réouverture, de sortie de crise sanitaire. On a même reparlé du Covid en Chine il y a quelques jours. Voilà, on remet un peu le nez sur les courbes. Bon, voilà. Mais la peur du virus, elle n'a pas totalement disparu, notamment de la population chinoise. Mais c'était une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas révisé la croissance chinoise après le T1, en se disant, en fait, on s'était dit, il y a peut-être même une nouvelle vague au T2. Finalement, on ne l'entend pas, la vague. On entend effectivement des craintes. Mais l'idée n'était pas nécessairement qu'on aurait sachant qu'ils étaient peu vaccinés, une population assez vieillissante, un système de santé qu'on imagine bien qu'elle ne peut pas prendre en charge ce qu'on a vu chez nous, par exemple des vagues semblables. Mais somme toute, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Donc ça, c'était plutôt la bonne nouvelle. Mais on s'était dit, même un comportement défiant d'un consommateur qui se dit, il y a une petite vague, je sors moins, je consomme moins, je vais moins m'engager dans des dépenses, notamment dans des services où on attendait effectivement la reprise économique devrait se faire, comme chez nous d'ailleurs, par la consommation, des services. Parmi les vieilles recettes chinoises, donc on met de côté la relance immobilière, etc. Il y a tout le domaine des investissements liés à la transition, et je crois que de ce point de vue-là, il n'y a pas d'inflexion, ça reste un sujet majeur. Quand on voit le niveau faible d'inflation dans les prêts à la production notamment, quand on voit la faiblesse du yuan, de la devise face au dollar notamment, est-ce que la Chine peut compter sur la machine export ? Justement, c'est ça le problème, c'est que, par exemple, dans nos prévisions, même si tu avais un air positif un peu sur l'économie mondiale, nous, on se dit quand même que la remontée des taux passés, à un moment donné, va commencer à filtrer dans l'économie. Et donc, notamment dans l'économie occidentale, dans les économies occidentales. Donc, la demande d'importation des pays occidentaux devrait quand même fléchir. Donc, tout ce qui est pays émergents, en gros, qui sommes les exportateurs, les producteurs de nos produits ici, vont être un tout petit peu en situation délicate. Et d'ailleurs, on l'a vu au-delà de la Chine, là, par exemple au Brésil, même en Inde, c'était plutôt sur les exportations nettes que ça tient encore la croissance. Donc on se dit, mais les prochains trimestres, alors que la consommation commence un peu à s'assagir, justement, les effets passés de la politique monétaire très restrictive dans les pays émergents dans leur globalité, on se dit qu'effectivement la Chine n'aura pas ce moteur des exportations, et au-delà du fait que par le fait de leur devise, ils devraient bénéficier d'une tarification et de leur manque d'inflation, d'une tarification intéressante sur les prix relatifs internationaux, il se rajoute le problème de tension internationale, où là, on va avoir... Qui annihile un peu le bienfait pour les termes de l'échange chinois. Donc il y a tout ce sujet que la globalisation en soi a voulu pousser, de dire que ça permettra justement une baisse du niveau général des prix en profitant des endroits qui produisent à plus bas coût. Et tout ça, c'est une logique qui aujourd'hui semble bien derrière nous. Dernière question, parce qu'on en parlait il y a 15 jours avec vous pendant la période d'élection en Turquie, Irina, et donc on a appris ce week-end que Erdogan, pour son nouveau mandat, rappelait l'économiste Mehmet Şimşek, qui avait été déjà ministre des Finances, vice-premier ministre pendant presque une dizaine d'années, je crois, entre 2009 et 2018. Est-ce que ça augure d'une stratégie économique différente ? J'espère. En tout cas, j'espère que la nomination est venue avec une sorte d'engagement de la part d'Erdogan de donner les clés de la maison, en tout cas pour la gestion économique, à Mehmet Şimşek. Sinon, je ne vois pas... Oui. Il veut, forcément, c'est un signe. Exactement. Et puis, si on se rappelle, il a été remercié justement quand on a commencé ce nouveau modèle économique et cette nouvelle, test, expérimentation. L'idée étant que quand on baisse les taux, ça va faire baisser l'inflation. Voilà. Alors, l'idée, en fait, c'est de baisser les... Alors, son idée... C'est tout pour la croissance. C'est tout pour la croissance, notamment des exportations. Donc, il avait quand même cette idée-là. Donc, si on baisse les taux, et on donne, en fait, et c'est ce qu'il a fait, on soutient les sociétés exportatrices, on va me réduire déjà ma balance courante, le problème, l'épine vraiment de l'économie turque, on va régler après, puis après les exportateurs vont embaucher, la croissance va continuer. Mais les salaires suivront. Il n'y avait pas l'inflation là-dedans, en fait, dans cette je comprends, dans ce schéma. Ce schéma ne s'est pas valu, en fait. Et donc, forcément, on pense qu'avec cette nomination, et d'ailleurs dans le marché, surtout sur la presse locale, on voit aussi on parle de changer la tête de la Banque centrale, et là c'est ça. C'est tout l'appareil
l'appareil Ah oui, économique puis on est venu derrière. avec des profils d'ailleurs Ouais. féminins venus d'autres banques Ouais. américaines. Enfin bon, donc il y a quand même un... Mais surtout, moi, ce que je trouve intéressant dans la presse locale, c'est cette idée qui est aujourd'hui très bien exprimée de part et d'autre, propaganda ou pas, que la livre turque doit s'affaiblir. Donc ça, c'est très très fort parce que du coup, on habitue en fait la population à l'idée qu'il y a une sorte de douleur à infliger pour après mieux repartir. C'est exactement ce qui se passe ce matin, d'ailleurs. Hein. La lire turque continue de s'affaiblir malgré les annonces du week-end. Merci beaucoup, Irina. Merci pour ce décryptage, cet éclairage sur la situation ici et là de quelques pays clés dans la sphère émergente. Irina Topasseri, économiste senior chez AXA IM, qui nous accompagnait pendant cette demi-heure de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.